Ils vivent cependant dans une zone de profondeur étonnamment étroite, comprise entre 6000 et 7500 mètres. C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles nous les rencontrons presque jamais. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Car lorsque des caméras dans la région de la fosse des Mariannes ont enregistré quelque chose qui, en théorie, ne devrait pas exister là-bas, une découverte a commencé. Une découverte qui a laissé même des scientifiques expérimenté sans voix pendant un instant. Imagine un poisson doté d'une colonne vertébrale, évoluant calmement et avec maîtrise à près de 8000 mètres de profondeur. Pas en train de dériver, pas en train de mourir, pas à la limite du biologiquement possible, mais comme si cette obscurité, cette pression et ce froid constituaient simplement son environnement normal. Si ce genre de découverte te fascine, reste absolument jusqu'à la suite, car ce qui arrive ensuite ressemble d'abord davantage à de la science-fiction qu'à de la véritable recherche océanographique. À première vue, ce n'était qu'un petit animal, d'environ 20 à 25 cm de long. Mais c'est précisément cela qui rendait l'enregistrement si dérangeant. Ce poisson chassait activement à une profondeur d'environ 26 000 pieds. Autrement dit, à un endroit où la pression est si extrême que, pendant des décennies, on pensait que la vie animale complexe ne pouvait tout simplement pas y fonctionner. Lorsque les chercheurs ont vu les images, leur première réaction n'a pas été l'enthousiasme, mais une incompréhension totale. Une chose pareille ne devrait pas exister là-bas. Pas à cette profondeur, pas dans ces conditions. La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond connu de notre planète. Sa partie la plus profonde, le Challenger Deep, descend jusqu'à environ 36 000 pieds. Si l'on y plaçait le mont Everest, son sommet resterait encore à plus d'1 mile sous la surface de l'eau. Voilà l'échelle dont nous parlons. Là-dessous, la pression dépasse 16 000 livres par pouce carré. La lumière du soleil n'a pas atteint cet endroit depuis un temps inimaginable. La température est à peine au-dessus du point de congélation. La nourriture est rare. Tout dans cet environnement ressemble à une définition de l'impossible. Et c'est précisément pour cela que la conclusion précédente était si simple. Là-dessous, rien d'important ne vit. Peut-être des bactéries, peut-être quelques organismes primitifs, mais certainement rien que l'on pourrait qualifier d'animal complexe. Pourtant, en mai 2019, cette vision a changé de manière spectaculaire. Dans le cadre de l'expédition Five Deeps, l'explorateur Victor Vescovo a piloté le submersible spécialement conçu DS Limiting Factor jusqu'au fond du Challenger Deep. Son objectif était aussi simple que démesuré, atteindre le point le plus profond de chacun des 5 océans, faire quelque chose que personne n'avait jamais accompli auparavant. La descente a duré plus de 4 heures, 4 heures dans l'obscurité totale. Pas de lumière, pas de repères, rien que de l'eau, de la pression et du vide. Lorsque le submersible a finalement atteint près de 35 853 pieds, les projecteurs extérieurs ont été allumés. Les caméras 4K ont commencé à filmer. Les scientifiques s'attendaient au silence, à de la boue, peut-être à quelques sédiments, peut-être à des micro-organismes, mais surtout à une confirmation, à des images qui renforceraient tout ce que les manuels et les modèles suggéraient depuis des décennies. Mais dès les premières secondes, il est devenu clair que cela n'allait pas se passer ainsi. La caméra ne montrait pas seulement des sédiments, pas seulement un fond marin vide, elle montrait du mouvement. Et, en un instant, toute l'image que l'on avait de ce monde a commencé à s'effondrer. Les chercheurs qui observaient le flux en direct s'attendaient à beaucoup de choses, mais pas à un choc. Les expéditions précédentes dans les profondeurs extrêmes avaient toujours confirmé le même schéma. Plus on descendait, moins on trouvait de vie. À un certain point, pensait-on, cette courbe atteignait zéro. Les modèles semblaient cohérents, les hypothèses solides. Et pourtant, il a suffi d'allumer quelques projecteurs pour tout remettre en question. Presque immédiatement, des amphipodes se sont rassemblés autour de l'appât. De petits animaux ressemblant à des crevettes. Mais ils n'étaient pas isolés. Ils n'étaient pas prudents. Ils étaient présents en masse. Ils se déplaçaient rapidement, se bousculaient, se disputaient l'accès à la nourriture, et ne ressemblait pas du tout à des organismes vivants à la limite du possible, mais à des animaux évoluant dans un écosystème parfaitement fonctionnel. C'était cela le plus troublant. Cela ne semblait pas extrême, cela semblait normal. Et c'est précisément cette normalité qui a tout changé. Car si un endroit considéré comme hostile à la vie commence soudain à ressembler à n'importe quel habitat fonctionnel, alors ce n'est pas seulement un détail qui est faux, c'est tout le modèle qui ne tient plus. Les amphipodes mesuraient plusieurs centimètres. À titre de comparaison, des espèces apparentées dans les eaux peu profondes atteignent souvent une taille bien inférieure. Pourtant, ici, dans des conditions censées limiter la croissance et l'activité, ils semblaient plus grands, plus robustes et étonnamment actifs. Ils réagissaient à leur environnement, entraient en compétition. Rien dans leur comportement n'indiquait qu'ils vivaient dans un milieu extrême. Pour eux, ce n'était
n'était pas une exception, c'était la normalité. Pendant ce temps, des concombres de mer se déplaçaient sur le fond, certains dépassaient les 30 cm. Ils avançaient lentement mais avec détermination, se nourrissant de matière organique dans les sédiments. Là encore, le même schéma, pas des formes de vie primitives à peine perceptibles, mais des animaux complexes, clairement structurés, avec des comportements définis. Et puis, il y avait les poissons, des vertébrés, exactement le type d'organisme qui, selon les hypothèses précédentes, ne devrait pas exister à de telles profondeurs. Les poissons limaces filmés, observés à plus de 26 000 pieds, mesuraient environ 20 à 25 cm. Leur corps semblait translucide, presque gélatineux. Leurs yeux étaient petits, leurs nageoires délicates. Pourtant, malgré cette apparence fragile, ils étaient clairement des organismes hautement développés. Ils possédaient des systèmes digestifs fonctionnels, des organes sensoriels développés et des muscles leur permettant de se déplacer activement. Ils ne dérivaient pas, ils ne luttaient pas pour survivre. Ils nageaient avec précision comme s'ils savaient exactement où aller. Et cela, dans un environnement longtemps considéré comme une impasse biologique. Pour comprendre à quel point c'est extraordinaire, il faut réaliser ce qu'est réellement un tel poisson. Un poisson limace possède une colonne vertébrale, un cerveau, un système circulatoire, un foie, des reins et des yeux. Toutes ces structures sont constituées de protéines. Et ces protéines, en théorie, devraient perdre leur forme sous une pression extrême, et donc leur fonction. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Elles continuent de fonctionner. Pas de manière limitée, pas à la frontière, mais suffisamment bien pour permettre une vie active, même la chasse. Cette découverte ne correspondait pas à notre compréhension. Elle la contredisait directement. Et c'est précisément ce qui la rend si importante. Ce n'était pas une anomalie isolée, c'était un signal, un indice que quelque chose de fondamental devait être repensé. Si ce genre de découverte te fascine, alors cela vaut vraiment la peine de rester jusqu'au bout, car les conséquences de ces images vont bien au-delà d'un seul animal. Les caméras, déployées au cours de plusieurs plongées, n'ont pas montré de simples instants isolés d'activité. Elles ont révélé une image continue de la vie. Pendant des heures, des organismes ont traversé le champ de vision, se sont nourris, ont réagi les uns aux autres, sont entrés en compétition et ont interagi. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un enregistrement exceptionnellement chanceux. Différentes caméras placées à des positions distinctes ont fourni indépendamment des observations similaires. Cela excluait l'idée qu'il ne s'agissait que d'un lieu inhabituel ou d'un moment rare. Ce que l'on voyait ici n'était pas une poche isolée contenant quelques survivants, c'était un habitat occupé, directement au point le plus profond de notre planète. Et c'est précisément à ce moment qu'une question décisive s'est imposée. Comment cela est-il possible ? Comment des êtres vivants complexes peuvent-ils exister sous une pression qui détruirait instantanément un corps humain ? Comment des organes, des tissus et des systèmes nerveux peuvent-ils rester stables dans de telles conditions ? La réponse est ce moins spectaculaire qu'on pourrait l'imaginer, et c'est justement ce qui la rend si remarquable. Ces organismes ne luttent pas contre la pression, ils ne la subissent même pas comme une force destructrice. Leurs corps sont composés en grande partie d'eau, et l'eau est presque incompressible. Cela signifie que la pression se répartit de manière uniforme à l'intérieur et à l'extérieur de leurs cellules. Il n'existe pas de différence qui pourrait les écraser. Le véritable problème ne se situe donc pas au niveau mécanique, mais au niveau chimique. Les protéines doivent conserver leur forme pour fonctionner. Les membranes cellulaires doivent rester souples afin de permettre les échanges. Les enzymes doivent continuer à déclencher des réactions, alors même que la pression devrait théoriquement les empêcher. Et c'est précisément là que commencent les adaptations. Ces êtres n'ont pas développé une biologie totalement nouvelle. Ils utilisent les mêmes mécanismes fondamentaux que tous les autres organismes terrestres, mais ils les ont légèrement modifiés. Leurs protéines sont plus stables sous pression. Leurs membranes cellulaires contiennent des lipides particuliers qui restent fluides même à très basse température. Leurs enzymes sont adaptées pour fonctionner dans des conditions qui seraient impossibles pour la plupart des autres êtres vivants. Et c'est peut-être cela, au fond, la partie la plus étonnante de toute cette histoire. La vie n'a pas eu besoin d'inventer quelque chose de totalement nouveau pour exister là-dessous. Elle a simplement dû ajuster ce qui existait déjà. De petites modifications, d'immenses conséquences. Et ce sont justement ces petites modifications qui conduisent à une conclusion bien plus vaste, presque dérangeante. Si la vie peut, avec relativement peu de changements, s'adapter à des conditions aussi extrêmes, alors les limites que nous avons tracées jusqu'à présent étaient probablement bien trop étroites. Des lieux que nous avons classés comme inhabitables pourraient en réalité regorger de vie.
non pas parce qu'ils offrent des conditions idéales, mais parce que la vie trouve des moyens de s'y adapter. Cela change non seulement notre regard sur les abysses, mais aussi sur d'autres mondes. Sous les couches de glace de lune, comme Europe ou Encelade, on suppose l'existence d'océans soumis à de très fortes pressions. Pendant longtemps, on a pensé que ces environnements étaient peu propices à une vie complexe. Mais si, sur Terre, nous observons des organismes vivants dans des conditions comparables, non seulement survivants, mais actifs et diversifiés, alors cette hypothèse devient soudain beaucoup plus fragile. Et une autre chose devient claire. Il ne s'agit pas d'une seule espèce qui aurait, par hasard, trouvé un moyen de s'en sortir. Ce que les caméras ont montré, c'est tout un réseau vivant. Plusieurs espèces d'amphipodes avec des formes corporelles différentes et des comportements distincts. Différents concombres de mer se déplaçant chacun à leur manière. Plusieurs espèces de poissons limaces, chacune adaptée à des profondeurs légèrement différentes. À cela s'ajoutaient des vers, des isopodes et d'autres organismes qui ne sont même pas encore complètement identifiés. Et tous ces êtres remplissaient des rôles précis. Il y avait des prédateurs qui cherchaient activement leur proie, il y avait des charognards qui se nourrissaient de restes, il y avait des filtreurs qui captaient des particules dans l'eau, et il y avait des organismes décomposeurs transformant la matière organique dans les sédiments. Ce n'est pas un système chaotique, c'est un écosystème structuré, un ensemble où chaque élément remplit une fonction. C'est là toute la différence. Un seul être vivant dans un environnement extrême serait une curiosité. Un écosystème entier, stable et fonctionnel, c'est tout autre chose. Cela signifie que l'énergie circule, que les ressources sont distribuées, qu'un équilibre existe. Et tout cela dans des conditions que l'on considérait depuis longtemps comme totalement hostiles à la vie. Si l'on pousse cette idée un peu plus loin, l'ampleur de la découverte devient évidente. Les caméras n'ont observé qu'une zone minuscule, peut-être quelques dizaines de mètres carrés du fond marin, mais la fosse des Mariannes s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Quant à la zone Hadal dans son ensemble, c'est-à-dire les régions situées au-delà d'environ 6000 mètres de profondeur, elle couvre près de 45 000 miles carrés de plancher océanique, répartis le long de plusieurs fosses dans le Pacifique. C'est une immensité, entièrement plongée dans l'obscurité, soumise à une pression colossale, et presque entièrement inexplorée. Si, dans le minuscule secteur filmé, on observe déjà un écosystème complexe, alors la question s'impose presque d'elle-même. Qu'y a-t-il dans le reste? Particulièrement fascinant, d'ailleurs, est le comportement des animaux. Même les scientifiques qui soupçonnaient déjà l'existence de vie à de telles profondeurs imaginaient que cette vie devrait être extrêmement lente. Des mouvements réduits au minimum, une dépense énergétique minime, une existence à la limite absolue de la survie. Mais ce n'est pas ce qui a été observé. Les amphipodes se déplaçaient vite, ils réagissaient immédiatement à la nourriture. Ils entraient activement en compétition. Leur comportement ressemblait davantage à celui d'animaux vivants dans des environnements riches en ressources qu'à celui d'organismes luttant désespérément pour survivre. Des analyses d'échantillons ont confirmé cette impression. Leurs processus métaboliques n'étaient pas ralentis. Ils étaient actifs, efficaces, réactifs. Cela signifie que notre compréhension n'était pas seulement incomplète, elle était fondamentalement erronée sur un point essentiel. Car cette compréhension influence les lieux que nous choisissons d'explorer, les planètes que nous considérons comme potentiellement habitables, et celles que nous écartons d'emblée. Pour ces animaux, leur environnement n'est pas extrême. C'est leur état normal, la pression n'est pas écrasante. Le froid n'est pas hostile, l'obscurité n'est pas un manque. C'est simplement le monde dans lequel ils sont apparus et auquel ils se sont parfaitement adaptés. Et dans ce monde, ils ne font pas que fonctionner, ils prospèrent. Mais c'est précisément à ce point qu'émerge une question nouvelle, plus complexe encore. Si cet écosystème existe, qu'est-ce qui l'alimente réellement? Les profondeurs océaniques ne reçoivent aucune lumière solaire. La source d'énergie classique de la plupart des écosystèmes disparaît complètement. Ce qui reste, c'est ce que l'on appelle la neige marine, une lente chute de matière organique provenant des couches supérieures de l'océan. Des organismes morts, des excréments, des particules en décomposition. Mais les calculs montrent que cette source, à elle seule, ne suffit pas à expliquer la diversité et l'activité observée. Les chiffres ne correspondent pas. Il doit exister des sources d'énergie supplémentaires. Une possibilité réside dans les bactéries chimiosynthétiques, capables de tirer de l'énergie de réactions chimiques dans les roches. Une autre hypothèse évoque des sources hydrothermales encore inconnues. Ou encore un recyclage extrêmement efficace des nutriments dans lequel presque rien ne se perd. Peut-être existe-t-il même des mécanismes que nous ne comprenons pas encore. Et c'est précisément ce qui rend cet endroit si fascinant. Pas seulement parce que la vie y existe,
mais parce que nous ne comprenons pas encore entièrement comment elle fonctionne. Un détail ne doit pas être ignoré. Dans les images du fond marin, un sac plastique a également été découvert. Des échantillons d'amphipodes contenaient des microplastiques dans leur système digestif. À 7 miles sous la surface, dans l'une des régions les plus isolées de la Terre, des traces de pollution humaine sont déjà présentes. Les organismes se sont adaptés à des conditions extrêmes pendant des millions d'années, mais pas à ce que nous introduisons dans leur environnement. Et puis, il y a ce que les caméras n'ont pas montré, car tout ce qui a été enregistré provient d'animaux prêts à s'approcher des sources lumineuses. Ce n'est qu'un aperçu, une petite fraction de ce qui vit réellement là-dessous. De nombreux organismes évitent la lumière, ne réagissent pas aux appâts ou restent simplement hors du champ de vision. En même temps, des indices suggéraient des mouvements au-delà de la zone filmée, des perturbations dans les sédiments, des ombres à la limite de la zone éclairée, des formes qui passaient trop vite pour être identifiées clairement. Et cela conduit à une autre réflexion intéressante. Si un vertébré comme le poisson limace peut exister à de telles profondeurs, quelle est la véritable limite de taille pour les organismes vivant là-dessous? D'un point de vue physique, il n'existe pas de raison évidente pour exclure des animaux plus grands. Au contraire, des organismes plus massifs pourraient même présenter des avantages, par exemple grâce à des réserves d'énergie plus importantes. Et c'est ici que les choses deviennent particulièrement intrigantes. Car si des animaux plus grands sont théoriquement possibles, la question se pose immédiatement, les avons-nous simplement pas encore observés? Non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que nous avons à peine cherché. Les observations actuelles ne couvrent qu'une infime partie de cet immense habitat. Quelques caméras, quelques heures d'enregistrement, une petite zone éclairée dans un monde autrement totalement obscur. Tout ce qui se trouve au-delà de ce cône de lumière nous échappe. Et c'est précisément là que commencent les grandes inconnues. Des études sonars dans la fosse des Mariannes ont à plusieurs reprises détecté des signaux qui ne peuvent pas être attribués clairement à des espèces connues, des objets en mouvement, des formes qui semblent plus grandes que les animaux documentés jusqu'à présent à ces profondeurs. Pendant longtemps, ces signaux ont été interprétés comme des erreurs de mesure ou des structures géologiques. C'était l'explication la plus logique, tant que l'on pensait qu'aucune vie complexe n'existait là-bas. Mais cette hypothèse ne tient plus. Nous savons désormais que des organismes complexes vivent à ces profondeurs. Nous savons qu'ils sont actifs. Et nous savons que nous n'avons observé qu'une fraction minuscule de ce système. Cela ne signifie pas automatiquement qu'il existe des créatures gigantesques inconnues. Mais cela signifie que nous ne pouvons plus exclure cette possibilité aussi facilement qu'auparavant. Si l'on y réfléchit, il devient évident à quel point notre connaissance est limitée. Le poisson limace, plus grand vertébré, confirmé à ces profondeurs, atteint environ 25 cm. Pourtant, les signaux sonars inexpliqués suggèrent des objets nettement plus grands. Des choses qui bougent, mais qui ne correspondent pas à notre cadre biologique actuel. Et même si, plus tard, beaucoup de ces signaux trouvent des explications plus banales, une réalité demeure. Nous avons à peine exploré cet environnement. La fosse des Mariannes s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. La zone hadale dans son ensemble couvre une superficie comparable à celle de vastes régions terrestres. Et la majeure partie n'a jamais été observée directement. Cela signifie que nos conclusions reposent sur des données extrêmement limitées. Quelques expéditions, quelques descentes de caméras. Et pourtant, ces rares observations ont déjà suffi à ébranler des hypothèses fondamentales. Cela seul devrait nous inciter à la prudence avant de tirer des conclusions définitives. Car ce que nous savons, avec certitude, est en réalité assez simple. Dans un environnement longtemps considéré comme presque dépourvu de vie, existe un écosystème complexe, actif et diversifié. Des organismes capables de survivre et même de prospérer sous une pression immense, à basse température et dans l'obscurité totale. Et un système dont nous ne comprenons pas encore entièrement les sources d'énergie ni les dynamiques. Ce que nous ignorons est tout aussi important. Nous ne savons pas à quel point cette image est complète. Nous ne savons pas combien d'espèces vivent réellement là-dessous. Nous ne savons pas s'il existe des organismes plus grands que nous avons simplement manqué. Et nous ne savons pas comment cet écosystème se répartit à travers les vastes zones encore inexplorées. Peut-être que l'aspect le plus fascinant de cette découverte n'est pas ce que nous avons vu, mais ce que nous n'avons pas encore vu. Le fait qu'un simple regard dans une petite portion de cet univers ait suffi à remettre en question des décennies de certitude. Et c'est là que se trouve peut-être l'idée la plus importante. Nous n'avons observé qu'un fragment infime. Quelques dizaines de mètres carrés dans une zone qui s'étend sur environ 45 000 miles carrés. C'est comme observer un seul mètre carré de forêt et en tirer des conclusions sur toute la planète.
Les zones sombres, au-delà du faisceau lumineux, restent inexplorées. Les mouvements à la limite du champ de vision demeurent inexpliqués. Les signaux sonars ne sont toujours pas entièrement compris. Et tout cela existe dans un endroit isolé depuis des millions d'années, loin de toute influence humaine directe, du moins jusqu'à récemment. Car même là-bas, nous avons déjà laissé des traces. Des déchets plastiques sur le fond marin, des microplastiques dans les organismes. Une preuve que notre influence s'étend plus loin que nous ne l'imaginons souvent. Et que même les endroits les plus reculés de la planète ne sont pas réellement intacts. Si l'on rassemble tous ces éléments, il ne reste pas une réponse simple, mais une question ouverte. Une question plus vaste qu'un seul animal ou une seule expédition. Que se cache-t-il réellement dans ces profondeurs que nous avons à peine explorées? Peut-être est-ce moins spectaculaire que nous l'imaginons. Peut-être que cela confirmera finalement bon nombre de nos modèles actuels. Ou peut-être que cela nous montrera encore une fois que la vie trouve des chemins que nous ne pouvons même pas encore concevoir. Une chose est certaine, nous venons à peine de commencer à regarder. Et ce que nous avons déjà découvert suffit à démontrer que ce monde est bien plus complexe que nous ne l'avions imaginé. Si cette question te fascine autant que les chercheurs eux-mêmes, alors partage tes réflexions. Que penses-tu qu'il y a là-dessous réellement ? Et si tu veux être là lors de la prochaine exploration de ces profondeurs cachées, reste attentif. Et peut-être est-ce là ce qui rend toute cette histoire légèrement inquiétante. Non pas que nous ayons découvert quelque chose de totalement étranger, mais que nous ayons pris conscience de tout ce que nous avons ignoré. Car chaque nouvelle image, chaque expédition supplémentaire ne nous apporte pas seulement des réponses, mais surtout de nouvelles lacunes dans notre compréhension. Il suffit d'y penser un instant. Nous avons envoyé une caméra dans l'une des régions les plus extrêmes de notre planète. Nous avons éclairé une zone minuscule, observé pendant quelques heures, et immédiatement trouvé des indices d'un écosystème complexe et actif. Cela signifie que ces formes de vie ne sont pas là par hasard. Elles font partie d'un système stable qui fonctionne depuis longtemps, sans notre observation, sans nos modèles, sans nos attentes. Et c'est précisément ce point qui change tout. La science repose souvent sur l'identification de modèles et la formulation de règles. Mais que se passe-t-il lorsque la réalité contourne silencieusement ces règles? Lorsque la vie se révèle non pas limitée à des conditions strictes, mais suffisamment flexible pour exploiter même les environnements les plus extrêmes, les abysses deviennent alors l'un des domaines de recherche les plus importants de notre époque. Non seulement parce qu'ils sont fascinants, mais parce qu'ils répondent à des questions fondamentales. Qu'est-ce que la vie réellement? Où peut-elle exister? Et jusqu'où les systèmes biologiques peuvent-ils s'adapter?